Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler de mes lectures du mois de janvier 2022. Alors pour ceux qui me suivent, je vais parler en fin de ma vidéo de bilan de lecture 2021 de 5 livres que j'avais lus en janvier 2022. En fait, je me suis complètement trompée. Effectivement, il y a des livres que je suis en train de lire, mais je les ai pas finis. Et on peut dire en fait que je n'ai lu que 3 ouvrages le mois dernier, ce qui est plutôt un mois faible dans mon historique de lecture. Je sais pas ce que j'avais, peut-être moins de transports en commun à nouveau, du coup j'ai moins lu. Mais en tout cas, je me suis dit que ça pouvait toujours être intéressant de vous parler de ces lectures, qui sont 3 lectures assez différentes. Donc il y en a une SF, il y en a une jeunesse et fantastique, et la dernière plutôt texte ancien, poétique, je ne sais pas vraiment comment je vous le décrirais. Bon, on va commencer par celui-là, c'est plus simple. C'est Les magiciennes et autres idylles de Théocrite, dans une nouvelle traduction de Pierre Vesperini, publiée par Gallimard. Alors pour ceux qui me connaissent ou qui connaissent le site des Chroniques de l'Imaginaire sur lesquels je poste mes avis de lecture, je m'intéresse plutôt en général à la littérature de l'imaginaire, donc fantasy, fantastique, SF. Et j'ai décidé depuis l'an dernier de m'orienter un petit peu plus consciemment vers la poésie pour voir où pouvaient se situer des ponts avec ces univers de l'imaginaire, notamment dans le fantastique. Et Théocrite, ça me semblait un auteur intéressant à aller voir. Alors moi, je n'y connais rien. Je suis une bille en littérature antique, en grec ancien. Je ne le parle pas, le grec ancien, ni le latin, ni rien. Mais voilà, je me suis dit, tentons, il y a une nouvelle traduction et ça peut être intéressant du coup de découvrir de nouveaux auteurs. Donc là, c'est un recueil, du coup, un recueil d'idylles pastorales. Donc Théocrite, c'est un poète grec qui est né vers 310, qui est connu pour sa poésie bucolique, qui a été révérée par certains auteurs, dont Flaubert. Donc quand on lit l'avant-propos, on voit que le traducteur Pierre Vesperini est en admiration devant le travail de Théocrite, se demande s'il a bien traduit, etc. Enfin, du coup, on se dit waouh, ok, ça va être du lourd. Au final, le premier texte m'a pas fait une impression si démente que ça. C'est une sorte de dialogue entre un berger et un chevrier qui, du coup, l'un d'eux, le berger, chante le destin tragique de Daphnis, pardon, le bouvier. Et ça m'a un peu décontenancée, la construction des phrases, le rythme. J'ai pas vraiment pu l'approcher, enfin l'apprécier, approcher, le sens du récit. Mais par contre, il y a des textes qui m'ont bien plus plu, si ça se dit, bien plus plu, et notamment Les magiciennes. Donc là, vous voyez un pont un peu vers, l'imaginaire, alors dans la mythologie, il y a ce pont qui se crée. Donc Les magiciennes, c'est un texte où on suit plus particulièrement une magicienne qui maudit son amant qui l'a désertée. Et donc le poème fonctionne à la fois comme le récit de l'histoire vécue avec cet homme, puisqu'on apprend des détails sur leur relation, la réalisation d'un sortilège à son encontre, parce qu'à mesure qu'elle ressasse ses trucs, elle prépare son sortilège, mais aussi les états d'âme qu'elle a, elle est entre amour et haine pour cet homme. Et donc ces 3 composantes m'ont rendu le texte particulièrement appréciable. Pour moi, il était vraiment percutant. Et donc ça a dénoté avec ma première entrée en matière. Et donc il y a pas mal de textes au final, de Théocrite qui seront sur des tonalités assez différentes dans ce recueil. On a, La fête des moissons à Cos, qui fait davantage penser au récit d'un voyage ou d'une rencontre un peu particulière, sur la route de Cos. Donc on aurait presque l'impression de lire un de ces récits fantastiques du 19e siècle, vous savez, où c'est quelqu'un qui nous raconte, voilà, j'étais sur la route et j'ai croisé un voyageur mystérieux. C'est un petit peu ça. Et c'est assez intéressant. Il y a de l'humour, par exemple avec les adoratrices d'Adonis ou les Syracusaines, où on a deux femmes au foyer un peu sur le retour, qui ne mâchent pas leurs mots en général et notamment sur leur mari. Et puis il y a des textes beaucoup plus mythologiques, mais il y a
mais on n'a pas besoin de connaître nécessairement la mythologie, pour les apprécier, même si c'est mieux et puis il y a des notes de fin quand même pour nous aider. Donc je dirais que c'était une bonne découverte, qu'il y a des textes que j'ai moins appréciés que d'autres, mais qu'au final, j'ai particulièrement su, apprécier ceux qui étaient plus, en lien avec, l'imaginaire ou l'humour. Donc ensuite, on rentre plus dans le cœur du domaine des chroniques de l'imaginaire, avec la parution chez Lumen des Monstres de Rookhaven de, alors je ne sais pas comment prononcer son nom, je vais dire Monsieur Kenny parce que son prénom, je ne sais pas le prononcer, il est irlandais et avec de magnifiques illustrations, d'Edward Bettison. Donc c'est un ouvrage jeunesse, c'est un ouvrage fantastique, c'est un ouvrage, gothique. C'est l'histoire de Mirabelle qui vit dans un manoir isolé près du village de Rookhaven. Elle y vit avec sa famille, elle n'a jamais quitté l'enceinte de la propriété. Et en fait, c'est loin d'être une adolescente ordinaire et une famille ordinaire, ni même une propriété ordinaire. Mirabelle ne mange pas, ne boit pas. Sa famille, elle, se délecte de viande crue une fois la nuit tombée. Les passions de Mirabelle incluent l'élevage des fleurs de la déchéance divine, qui sont des plantes carnivores, voraces, gigantesques, pas du tout commodes. Une autre passion qu'elle a, c'est la danse dans la salle des poignards, pardon. C'est une salle qui laisse filtrer les rayons du soleil. Or, les rayons du soleil sont mortels pour, elle et pour sa famille. Donc, voilà, c'est 2 hobbies un peu dangereux et pour une jeune fille qui n'est pas du tout ordinaire. Donc elle est particulièrement proche d'un des membres de la famille, qui est un aventurier de 300 ans à l'allure d'adolescent et qui passe son temps à se téléporter d'un endroit à l'autre de la planète. Donc, qui d'autre il y a dans la famille? Il y a l'oncle Bertram qui est une sorte d'ours, l'oncle Enoch qui se transforme en espèce de vampire, la tante Elisa qui est formée d'araignées, enfin, toute une galerie de personnages, assez monstrueux, on doit dire, dans ce manoir, mais qui vivent en bonne harmonie. Pour eux, c'est la normalité, en fait. Or, leur quotidien est bouleversé par plusieurs événements. Tout d'abord, il y a l'arrivée d'un nouveau membre dans leur famille qui apparaît dans une salle spéciale. Il y a une déchirure qui s'opère dans la protection magique, du manoir, par rapport au monde extérieur. Donc le manoir est seulement accessible par les villageois. Ils ont conclu un pacte, les membres du manoir et les villageois, pour que seuls certains villageois puissent entrer, en échange, du fait que, ben, les personnes, les monstres de Rookhaven n'allaient pas, venir, les manger en pleine nuit, qui se nourriraient de viande crue mais purement, animale, pas humaine. Donc là, il y a une déchirure qui s'opère dans cette barrière et puis il y a Jem et Tom, 2 jeunes orphelins qui sont venus de loin pour échapper à la maltraitance et à la misère, qui arrivent à se glisser par, cette déchirure. Tout ça sur un contexte, après-guerre, où tout le monde dans le village est meurtri par la perte, ben, de nombreux jeunes hommes du village et donc voilà, il y a plein de choses qui se passent en même temps et tout ça, ça va conduire à l'explosion du statu quo, on va dire. Tout va se débiner et Mirabelle va se retrouver aux premières loges. Donc voilà, ce qu'il y a à dire, c'est que c'est un roman vraiment, passionnant. La narration, elle alterne entre Mirabelle, entre Jem et entre Freddy, un jeune garçon du village qui a perdu son frère à la guerre. Et c'est rare en fait dans les ouvrages qui alternent les narrations selon moi, mais chaque narrateur a quelque chose à apporter à l'histoire et on n'est pas déçu de passer de l'un à l'autre. On se dit pas: «Ah mince, je préfère vraiment les chapitres avec Mirabelle ou avec Freddy». On est content de revoir chaque protagoniste et comme d'habitude, en plus, si vous avez la version papier, les éditions Lumen font souvent des objets, magnifiques, je trouve, en termes de livres. Là, avec les illustrations, c'est tout bonnement, merveilleux pour les fans, d'horreur un peu gothique. Donc on a une sorte de galerie de portraits de la famille, quand on ouvre l'ouvrage. On a des illustrations en noir et blanc, des plantes carnivores. On a, voilà, tout au long de l'ouvrage, des petites illustrations, vraiment, intéressantes.
et du coup, l'histoire en elle-même est très sympa. Donc voilà pour ma lecture, sur les monstres de Rookhaven. Vous pouvez retrouver une chronique, écrite en lien en bas de cette vidéo, enfin dans la description. Et la dernière lecture du coup que j'ai faite, c'est une lecture, qui me prend un peu plus de temps en général puisque c'est un magazine. C'est un magazine, de SF, Galaxy SF. Là, c'était le numéro 74. Donc il était, consacré à Francis Karsak, que moi je ne connaissais pas. Donc il y avait tout un dossier sur lui qui nous permettait de le découvrir à travers, une de ses nouvelles, Sable mort, que j'ai trouvée, très bien écrite, qui était, plein de suspense. Donc très bonne entrée en matière pour l'auteur, qui était, à la fois, géologue et du coup, à la fois géologue et auteur de SF. Donc bien sûr, il n'y a pas que cette nouvelle dans le dossier, on analyse, enfin l'un des auteurs, du magazine analyse l'un de ses écrits. Il y a une interview qu'il a donnée, Francis Karsak en 74. Il y a sa biographie, il y a, comment dire, une liste de livres, qu'on peut lire, qu'il a publiés, donc pour ceux qui veulent aller plus loin. Et donc voilà, ça c'est le dossier. Ensuite dans Galaxy, il y a toujours des nouvelles. Donc là, on en avait 3 pour l'édition papier et 3 autres pour, l'édition, numérique. En plus, pardon, de d'une nouvelle, qui est qui se trouve, dans le dossier de Karsak, qui n'est pas écrite par lui, mais par Didier Roboussin. Donc au total, on avait 7 nouvelles pour l'édition numérique, sachant que quand vous commandez l'édition papier, vous pouvez avoir, en fait les nouvelles, parues sous la forme numérique, en se rendant sur le site internet, il me semble. Donc bref, 6 nouvelles et du coup, je vais peut-être pas toutes vous les décrire, mais il y en a qui sont, comme d'habitude, elles sont de tonalités très différentes. Il y en a qui sont assez, humoristiques, d'autres, un peu plus, terre à terre. Donc il y en a qui sont oppressantes, il y en a qui sont plus légères, il y en a qui sont philosophiques. Donc on retrouve bien toutes ces composantes dans ce numéro. Et enfin, dans ce magazine, il y a des articles toujours ou des, rubriques. Donc on a par exemple, un article sur, Nabil Farouk, un auteur égyptien qui est décédé en décembre 2020 et que je ne connaissais pas non plus. Donc voilà, on nous le présente. Il y a, une rubrique sur la SF et le jeu de rôle. Il y avait une rubrique sur les séries. Donc des chroniques de lecture et est-ce que j'oublie quelque chose? La rubrique cinéma. Donc voilà un petit peu comment se compose en général un numéro de Galaxy et le dossier change et les thématiques des nouvelles peuvent être, spécifiques à une enfin, se rapporter toutes à un même ensemble, à un même thème ou alors, être plus disparates comme c'est le cas ici. Mais c'est assez dur de résumer un magazine en fait, donc voilà. J'espère que ça vous a tout de même donné envie de regarder ce qu'il en était. Et donc je vous retrouve, bientôt pour de nouvelles, aventures, livresques, pour de nouvelles lectures. À bientôt.